Hey, salut les petits métallos de poche, comment ça va? Bon écoutez, moi, ça va pas trop mal. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite de cette chronique sur les albums de Maiden, la troisième vidéo. On avait vu au début à l'ère Diano, on a vu ensuite l'ère Dickinson, la première ère Dickinson. Et on va continuer sur l'ère Dickinson, cette fois sur les deux albums qui sont Somewhere in Time et Seven Son of a Seven Son. Deux albums un peu spéciaux qui ont marqué encore un nouveau tournant dans l'histoire du groupe, puisque un tournant au niveau du son déjà, puisque bah, voilà, comme vous le savez probablement, Maiden intègre maintenant des synthétiseurs. Voilà, donc on se rappelle tous de la fameuse altercation entre un fan et Bruce Dickinson, donc un fan qui interpellait Bruce Dickinson pour lui dire mais pourquoi il n'y a pas de synthé dans Maiden, pourquoi vous voulez pas mettre de synthé? Et Dickinson lui répond nous on n'est pas un groupe de pop, on n'est pas un groupe de poussi, on veut pas mettre de synthé, Maiden c'est du métal, il n'y a pas de synthé. Et bah, juste après, Maiden intègre des synthés, donc dans leur premier album synthétisé, qui s'appelle donc Somewhere in Time, enregistré en 1986, juste après la tournée de Power Slave, donc la World Slavery Tour, d'où vient le Live After Death. Donc voilà, ils prennent un peu de temps pour se reposer parce que c'était quand même une très grosse tournée. Et après, ils entrent en studio et ils enregistrent cet album. Alors, que dire de cet album? Il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, c'est un album, un premier album, on pourrait dire un album concept, oui mais non, mais on a beaucoup la thématique du temps, voilà, un peu du voyage dans le temps, un peu temporel. Le problème du temps, c'est un non-problème. Déjà, si on regarde sur la pochette, on a un Eddie vachement futuriste, avec un flingue, un turbo laser au flingot. Et beaucoup de références à Maiden. Je crois que d'après ce que j'ai vu, c'était 42 références si on regarde la pochette avant et arrière. Enfin, du coup, vu que c'était un vinyle, c'était avant et arrière. Après, si on déplie le petit livret qu'il y avait dans les CD, on a du coup Eddie avec les 5 membres du groupe et beaucoup de références un peu par-ci par-là. On voit écrit 2 minutes to midnight sur un bâtiment, etc. On peut s'amuser à les trouver. Moi, perso, j'en ai trouvé une dizaine, mais après, j'ai dû m'aider d'internet. Mais voilà, très, très intéressant. Parce que les synthés n'ont pas le même rôle dans Somewhere in Time que dans Seven Son. Dans Somewhere in Time, c'est un peu les synthés futurs, mais futur des années 80 un peu. Voilà, c'est le futur tel qu'on l'imaginait dans les années 80. C'est un peu les synthés voitures volantes, les synthés pistoles laser, etc. Donc ces synthés qui donnent déjà un premier son caractéristique à cet album, mais voilà, il n'y a pas des synthés sur tous les morceaux et sur tous les passages de tous les morceaux. Les membres du groupe, enfin les deux guitaristes, du coup Dave Murray et Adrian Smith ont troqué leur Marshall pour des nouveaux amplis. Je crois que, je dis peut-être une bêtise, mais c'était des Hughes & Kettner. Et surtout des pédales de chorus. Voilà, les guitares ont un son très, très chorusé. Bon, du coup, typique un peu des années 80. Mais c'est pas trop mal dosé, ça le fait. Bon, c'est vrai que le son est un peu différent. Au niveau du personnel, on a encore les 5 mêmes membres que l'album précédent. Donc on retrouve Bruce Dickinson au chant, Steve Harris à la basse, à la guitare Dave Murray, à la seconde guitare Adrian Smith, et bien sûr Nico McBrain à la batterie. Et le producer est toujours Martin Birch, pardon. Et l'album a été en partie enregistré aux Bahamas et une autre partie en Europe, je sais plus où, aux Pays-Bas, je crois. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je vais vous donner mon avis. Donc voilà, les morceaux que j'aime et que j'aime pas, c'est toujours personnel. Hein. Des fois, je dis que c'est de la merde, mais voilà, c'est mon avis. Hein. C'est mes reviews, elles n'engagent que moi. Je vais trouver un morceau, je vais dire que c'est de la merde, mais évidemment, ça veut pas dire que c'est de la merde. De toute façon, c'est Maiden, même quand c'est de la merde, c'est de la très bonne merde. Hein. C'est de la merde qui sent bon et qu'on aime, voilà, qu'on pourrait manger, limite. Un album que j'ai réécouté, du coup, aujourd'hui, parce que, un peu comme Killers, il y a des passages où je confonds encore certains passages de certains morceaux, parce que je l'ai pas autant écouté que ça, finalement. Enfin, j'ai dû l'écouter, bien sûr, des dizaines de fois, mais bon, du coup, je me suis quand même refait une écoute. Et dans mes souvenirs, il y avait beaucoup plus de synthé, beaucoup plus présent et beaucoup plus désagréable. Et au final, pas du tout. Au final, c'était un très bon moment que j'ai passé à réécouter cet album de A à Z. Il était vraiment super. En fait, cet album, il est excellent. En fait, non, c'est pas qu'il est excellent, c'est qu'il est très bien de A à Z. Tous les morceaux sont très bons. Il n'y a pas un seul morceau que je n'aime pas. À part peut-être, comme je vous avais dit dans la vidéo avant, Wasted Years.
Mais en fait, là, en le réécoutant, bah, en fait, c'est très bien passé. Wasted Years est un très bon morceau, en fait, c'est juste que, voilà, peut-être le refrain qui fait un peu trop la la la, un peu trop joyeux, je sais pas, mais... et puis, ou c'est peut-être les versions live aussi qui me font... Parce que les versions live de Wasted Years sont un peu en dessous, je trouve. Mais au final, là, de l'avoir réécouté en entier, en fait, j'ai compris ce qui me gênait un peu dans cet album et qui fait que je préfère Seven Son. C'est que dans Somewhere in Time, il y a que des très bons morceaux. Voilà, on est que sur des morceaux 8 sur 10, 9 sur 10, mais il n'y a aucun morceau où je vais me dire ça, c'est un 10 sur 10, ça, c'est un morceau épique. Il n'y a aucun morceau qui surpasse les autres. Et voilà, en fait, ils sont tous très bons. Bon, après, voilà, il y a un petit peu du moins bon. Je vais prendre la liste des morceaux sous les yeux, comme d'habitude. Et comme ça, on verra aussi qui a écrit les morceaux. Parce que ça, c'est quelque chose que je ne connais pas par cœur. Et d'après ce que j'avais lu aussi, c'est qu'aucun des morceaux de Bruce Dickinson n'a été retenu dans cet album. Voilà, donc on a du Steve Harris, on a du... comment ça s'appelle, du Adrian Smith, qui a beaucoup composé pour cet album, et ça se ressent. On sent qu'il y a eu beaucoup d'input d'Adrian Smith, notamment pour les solos et même pour les chansons en général. Du coup, c'est bien, ça donne un vent frais. Ça donne un vent frais, mais peut-être un peu trop. Peut-être qu'on s'éloigne un peu trop de ce qu'est Maiden à l'origine. C'est peut-être pour ça qu'il a été un peu... aujourd'hui, quand on lit les reviews et qu'on lit les avis des gens, c'est un des meilleurs albums. Et voilà, moi je suis complètement d'accord, hein, c'est un très très bon album. On lit souvent que c'est un album un peu sous-coté. Moi je suis pas d'accord, je pense qu'il est très justement coté. C'est un excellent album. Mais voilà, ça pète pas plus haut. Ça fait bizarre de dire ça, de dire que c'est genre juste un excellent album, mais sans plus. Mais oui, c'est un peu ça, c'est un excellent album, mais sans plus. Bien que voilà, c'est quand même une révolution pour Maiden ce son, mais enfin bref. On va passer à la liste des titres. Donc qui a écrit quoi? Donc Cog Somewhere in Time, le premier morceau, donc l'opening, donc qui nous balance directement des gros synthés dans la gueule. C'est Steve Harris tout seul. Voilà, j'aurais pensé que c'était qu'il y avait eu un peu de Smith dedans, mais non. Wasted Years, c'est Smith tout seul. Sea of Madness, c'est Smith. Heaven Can Wait, c'est Steve Harris. The Loneliness of the Long Distance Runner, c'est Steve Harris. Stranger in a Strange Land, c'est Smith. Déjà vu, c'est Harris et Murray. Alors voilà, on peut sortir le champagne car voilà, Dave Murray a écrit un morceau. C'est pas tous les jours, donc ça se fait. Ça se fait. Voilà, quel dommage que ce soit déjà vu et que ce soit un morceau malheureusement peut-être un des plus faibles de l'album. Et Alexander the Great, qui est encore un morceau immense de Steve Harris. Il aime bien ça. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ces morceaux? Donc voilà, pour moi ils sont tous géniaux. Donc voilà, Cog Somewhere in Time, intro excellente, solo excellent, c'est un des meilleurs solos, un de mes solos préférés d'Iron Maiden, enfin celui de Adrian Smith bien sûr. Je vais l'enregistrer d'ailleurs prochainement. Voilà, si vous suivez ma chaîne, si vous allez sur ma chaîne et que vous allez dans la catégorie short, j'enregistre beaucoup de solos de Maiden. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un œil, voir mon superbe jeu, n'est-ce pas? Cog Somewhere in Time, excellent morceau. Wasted Years, voilà, qui finalement passe bien. J'avais dit que je l'aimais pas, mais en fait il est top. Franchement, il est très bien fait. La version studio est top. C'est Smith tout seul. Sea of Madness, donc là peut-être morceau un petit peu en dessous, mais quand même excellent. Donc voilà, c'est pas un 9 sur 10, c'est un 8 sur 10. Heaven Can Wait, c'est un morceau que j'adore. Notamment en live, c'est un morceau qui a été taillé pour le live. Et donc si vous regardez le live, je crois que c'est le Made in England qui a été filmé. Et bien pendant cette chanson, pendant le passage où il y a le oh, 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 et bien sur scène, il y a l'équipe de foot de la ville dans laquelle il joue, donc c'est peut-être Birmingham, mais je suis pas sûr de moi, qui monte sur scène avec le groupe et qui vient chanter en chœur cette mélodie. C'est prenant, c'est prenant. Et c'est dans le Flight 666 où sur scène, c'est tout le crew de Maiden qui monte sur la scène et pareil, c'est excellent. Ce passage, il prend au trip. Donc voilà, un excellent morceau. Peut-être le refrain un petit peu chiant. En fait, dans cet album, il y a aussi beaucoup de morceaux où le refrain, c'est juste le titre de la chanson répété, comme si c'était taillé pour le live. Des fois ça marche, des fois c'est un peu chiant. Heaven Can Wait, c'est un peu chiant. Dommage, le morceau est excellent, mais voilà, le refrain... Voilà. The Loneliness of the Long Distance Runner, excellent morceau. Excellentissime. Composé par Steve Harris tout seul, mais vraiment on est sur quelque chose de très solide. Tous les passages harmonisés sont top. Stranger in a Strange Land... j'avoue que celui-là, non, j'avais dit que Déjà Vu était peut-être un morceau un peu plus faible. Non, en fait c'est Stranger in a Strange Land que je trouve un peu plus faible, qui est quand même très sympa. Il y a quand même des très bons riffs, mais
sympa, mais sans plus. En fait, voilà, je remarque que les deux morceaux que j'aime le moins, c'est les morceaux composés par Smith. C'est pour ça que je regrette un petit peu le trop d'input de Smith, parce que Smith avec Dickinson, généralement, ça fait des bonnes choses, mais Smith tout seul, je suis un peu moins fan. Déjà vu, en fait, Déjà vu est excellent, même si les paroles sont un peu débiles, genre « Est-ce que tu as déjà été dans un endroit et tu te rends compte que peut-être tu crois que tu y es déjà allé avant? Est-ce que déjà tu as parlé à quelqu'un? Tu as l'impression d'avoir déjà eu cette conversation? T'as l'impression que c'est les conversations que tu peux avoir toi avec tes potes, quoi, genre le déjà vu, quoi. » Donc voilà, des excellents solos, excellents passages harmonisés, j'adore. Et au final, on a Alexander the Great, qui est un morceau long, mais on voit pas le temps passer. Si tous les passages sont cool. Un peu, le synthé est très présent, mais ça le fait. En fait, c'est marrant parce que c'est un morceau qui parle d'un personnage historique ancien, mais avec des sonorités futuristes. Donc c'est assez spécial, mais ça marche très bien. Franchement, j'adore ce morceau. C'est un peu le morceau épique de cet album, qui n'a jamais été joué en live. C'est dommage, je pense que beaucoup de fans, j'avais lu que beaucoup de fans voulaient que cette chanson soit jouée en live, et donc on a peut-être un espoir qu'il le soit, puisque leur prochaine tournée, à l'époque où je tourne cette vidéo, au moment où je tourne cette vidéo, donc ils préparent la tournée, qui va être un mélange entre des chansons de Somewhere in Time et de Senjutsu. Donc peut-être qu'ils vont faire Alexander the Great en live, donc à voir comment ça rend, sachant que là je trouve que le groupe en live malheureusement a un peu perdu ces dernières années, pour avoir vu certains bootlegs. Voilà, Dickinson est plus trop en place. C'est pas au niveau de sa voix qu'il y a un problème, c'est plus au niveau des placements de quand il chante, il va être un peu en avance, un peu en retard. Et après, bon, bah certes, il a un peu perdu de la voix, mais bon, pour quelqu'un de presque 70 ans, on peut pas lui reprocher ça. Il chante encore très bien pour quelqu'un de son âge. Ce sera donc les 8 morceaux de cet album, qui sont excellents. Enfin, pas excellents, comme j'ai dit, c'est très bon. C'est du très bon. Malheureusement, aucun morceau qui surpasse les autres, à mon avis. C'est un peu ce que je lui reproche. Les synthés finalement qui à l'époque m'avaient un peu gêné, je trouve que ça rend très bien en fait, ça se mélange bien, il n'y a pas de problème, le son est très très bien. Oui, après ça, le groupe part en tournée pour le Somewhere on Tour, qui malheureusement n'a pas été filmé. D'après certains commentaires, c'était parce que apparemment Bruce Dickinson ne ferait pas des performances à la hauteur, et qu'il était trop fatigué, et que du coup ils n'ont pas filmé. Et j'ai lu en fait après que c'était pas ça, c'est juste que apparemment il y a eu des problèmes lors de la captation, et du coup ils n'ont pas pu faire de DVD. Et là sur YouTube, si vous cherchez, vous pouvez trouver des versions, des bootlegs de qualité assez médiocre, mais vous pouvez voir un live entier de cette période, et Bruce Dickinson n'a rien, voilà, n'a rien à se reprocher. Il est il est en pleine forme en fait. Et voilà, ce que j'avais vu dans une vidéo, c'est que c'est Rod Smallwood qui est leur manager, et ils ont maintenant ils ont un autre manager pour leur tournée, qui est un vieux monsieur avec les cheveux blancs un peu gronchon, qu'on voit dans le Flight 666, j'ai oublié son nom. Je sais plus si c'est lui ou Rod Smallwood qui dit que en fait, Dickinson était tellement fatigué pendant cette tournée qu'il était obligé de s'asseoir pour certains morceaux, et c'est là où ils se sont rendus compte, ils se sont dit « Ah ouais, non, là il doit être vraiment fatigué, il faut peut-être qu'on fasse une pause ». Donc là on en a terminé avec cette période du groupe. Et du coup, le groupe là prend une bonne pause avant d'enregistrer l'album Seven Son of a Seven Son. Beaucoup de choses à dire sur cet album, qui serait, si on lit certaines reviews, un album concept, un peu à la Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Mais j'ai lu une interview de Steve Harris récemment qui disait que non, finalement, c'était pas un album concept. Certes, c'est un album qui traite un même sujet, qui est l'enfant, l'élu, voilà, tu étais l'élu, c'était toi, l'élu qui a le don de clairvoyance, mais voilà, qui a des pouvoirs, mais qui n'a pas su empêcher sa propre mort. Voilà, c'est un peu l'histoire tragique d'Anakin, n'est-ce pas? Peut-être que George Lucas s'est inspiré de cet album pour écrire l'histoire d'Anakin, on ne sait pas. Et voilà, donc on a un album concept, encore avec des synthés. Sauf que là, on n'est plus sur une thématique temporelle, mais on est sur une thématique un peu mystique, et qui fait que je préfère cet album parce que, je sais pas, la thématique me parle plus, même si finalement la thématique du temps, c'est quand même super intéressant, il y a moyen de faire des choses géniales. Mais du coup, voilà, on est sur des synthés moins futuristes, mais des synthés plus mystiques, bien que finalement il y en ait plus, j'ai l'impression. Je pensais qu'il y en avait plus dans Somewhere in Time, mais en fait, pour avoir réécouté les deux albums, enfin j'ai pas eu besoin de réécouter Seven Son en entier parce que je le connais vraiment par cœur, mais finalement il y a peut-être plus de synthé dans Seven Son, mais ça s'intègre mieux finalement dans les morceaux, donc c'est moins gênant, les synthés sont un peu moins gênants, on peut pas vraiment dire qu'ils soient gênants dans Somewhere in Time, mais ils s'intègrent mieux en tout cas dans Seven Son. Seven Son, qu'est-ce que j'en ai pensé?
Eh bien, je préfère cet album, mais il est un peu plus... Il y a des hauts et des bas, en fait, dans Seven Son. Il y a des morceaux excellents, qui sont des 10 sur 10 pour moi, des 11 sur 10 même, on pourrait dire, et des morceaux moins bons, voire carrément mauvais, je pourrais dire. Mais voilà, en fait, les morceaux géniaux, les 11 sur 10, font que du coup, je me rappelle plus et j'apprécie plus cet album que du coup les morceaux de Somewhere in Time qui sont tous très bons. Donc voilà. L'album est moins constant, mais il y a des meilleurs morceaux selon moi. Pour moi, voilà, ce Seven Son, c'était vraiment le pinacle, vraiment l'apogée de Maiden. Voilà, chacun a son album préféré, bien sûr. Il y en a, beaucoup vont dire A Number of the Beast, beaucoup vont dire Power Slave. Moi, je sais pas, le Seven Son m'a beaucoup touché, il me parle beaucoup, alors je sais pas pourquoi. Alors, au niveau des titres, Dickinson a pu composer quelques titres, beaucoup même, à ce que je vois. Adrian Smith aussi, bon, Steve Harris, bien sûr, la main mise sur la plupart des morceaux. Donc, l'opener, qui est Moonchild, alors, un peu bizarre, parce que on passe de Power Slave, qui avait comme opener ACSI, qui est un morceau exceptionnel. On a eu Somewhere in Time, qui a eu Coke Somewhere in Time comme opener, qui est un morceau aussi mythique, dans une moindre mesure. Et ensuite, là, on a Moonchild comme opener de Seven Son. C'est un très bon morceau, hein, je dis pas le contraire, mais en dessous, voilà, un peu en dessous. Donc composé par Bruce Dickinson et Adrian Smith. Donc je suis pas fan de Moonchild. Ils l'ont même fait en opener du Made in England, qui est issu de la tournée qui suivra à Seven Son. Très bon, mais bon voilà, c'est pas au niveau de ce qui suit. Parce que ensuite on a Infinite Dreams, qui est probablement dans mon top 3 des chansons de Maiden. Enfin top 3, pour Maiden, il faudrait plutôt un top 10 pour les meilleures chansons. Mais Infinite Dreams, voilà, pour moi il y a tout dans ce morceau. Les passages harmonisés à la guitare sont exceptionnels. C'est signé Steve Harris, tout seul. Et ben bravo mon grand, à toi tout seul, tu as composé un morceau complètement épique et tu peux être fier de toi. Bravo Steve, bravo Stevie, tu auras droit à une gommette. Et ensuite, alors là, c'est la dégringolade, c'est la débandade, ça déchante. Can I Play With Madness? J'ai découvert ce morceau grâce au Death on the Road, enfin avec le Death on the Road. Déjà, je le trouvais un peu bizarre. Et après l'avoir écouté sur l'album Seven Son, je me suis dit, ouais, je sais pas. C'est le single de l'album en plus. Et je sais pas, pour moi, il me sort de l'album parce que l'album a vraiment une ambiance. L'album a vraiment une ambiance mystique que j'adore. Et Can I Play With Madness, je sais pas, ça me sort du truc. Et pourtant, Bruce Dickinson fait un boulot dessus. Enfin voilà, on sent qu'il raconte une histoire. Il est à fond dessus. Il fait un peu du théâtre, mais je sais pas, pour moi, ça marche pas. Et c'est dommage parce que juste après, on a The Evil That Men Do, qui est un morceau mais mythique. Je l'adore. Et voilà, je vous invite d'ailleurs à voir dans mes vidéos sur ma chaîne. J'ai enregistré le solo de cette chanson. Moi, je l'adore. Franchement, The Evil That Men Do. Que ce soit en version studio ou sur tous les lives où elle apparaît, moi elle me fait quelque chose. Et quand j'ai vu Maiden en live pour la première fois en 2011 pour la tournée de l'album Final Frontier, eh bien quand ils l'ont fait, je ne croyais pas mes oreilles. Vraiment, j'ai limite pleuré de bonheur. C'est vraiment, j'adore cette chanson. Ensuite, on a Seven Son, donc un morceau assez long que j'aime. En fait, j'aime la première partie où ça fait voilà intro, couplet, refrain, pont, appelé couplet, refrain, pont. Je trouve que Dickinson est époustouflant dessus. Après, il y a tous les solos qui arrivent. Voilà, les parties solo auraient pu être un petit peu écrémées. Voilà, c'est un petit peu long, mais toutes les parties où Dickinson est là et qu'il chante et qu'il s'époumonne, voilà, pour moi, c'est un morceau vraiment épique. De toute sa première moitié, en tout cas, est vraiment épique. The Prophecy, qui a été écrit par Dave Murray. Voilà, ressortons la bouteille de champagne. Pour The Prophecy, pour Dave Murray, malheureusement, plot twist, c'est de la merde. Non, je déconne, c'est pas de la merde The Prophecy, mais voilà, c'est un morceau un peu plus faible que Seven Son. Can I Play With Madness, c'est un morceau pourri qui est enfermé entre deux chansons géniales qui sont Infinite Dreams et The Evil That Men Do. Donc ça fait qu'on ressent encore plus que le morceau est faible. Et ben voilà, The Prophecy, c'est un morceau faible qui est entouré de Seven Son et de The Clairvoyant, qui sont deux morceaux phénoménaux. Donc voilà, The Prophecy, il est très bien, mais très bien, mais sans plus. Ensuite, The Clairvoyant, signé Steve Harris tout seul, qui est un morceau que j'adore. Franchement, les harmonies à la guitare, les thèmes à la guitare sont formidables. Dickinson est parfait. Voilà, pour moi, c'est encore un 10 sur 10. Et Only the Good Die Young, qui est pas un 10 sur 10, mais franchement, il est vraiment très bon ce morceau. Un morceau pas très connu, mais il clôt l'album parfaitement. Donc voilà, c'est pour ça cet album,
C'est ce que je vous dis, il y a du très 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 bon, de l'excellent, mais ça côtoie parfois un peu le médiocre, quoi. Parce que voilà, un morceau comme Can I Play With Madness, franchement, on le vire de l'album, et là, direct, on récupère déjà un peu plus de cohérence, et on aurait un album presque parfait, quoi. Parce que du coup, on aurait Moonshine très bon, Infinite Dreams qui est un 10 sur 10, The Evil That Men Do qui est un 10 sur 10, Seven Son qui est un 10 sur 10, bon, si on enlève un peu les solos, bon, après, ils sont pas mauvais, c'est très bon, mais bon, un peu trop de solos, quoi. De Prophétie qui serait un peu le moment un peu plus calme, de Clairvoyante, voilà, on remonte, et Only the Good Die Young pour finir l'album, ça aurait été parfait. Ça aurait été parfait, mais bon voilà, il fallait bien faire un single, et ils ont dû le faire avec Can I Play With Madness. Dommage, très dommage. J'arrive vraiment pas, je l'ai réécouté tout à l'heure, du coup... Parce que voilà, tout à l'heure en fait j'ai écouté The Moonchild jusqu'à The Evil That Men Do, j'ai pas eu le temps d'écouter en entier l'album, mais voilà, dommage pour Can I Play With Madness. Un morceau de trop. Pour moi c'est le dernier album épique du groupe, enfin même s'il y aura quelques moments de bravoure dans les albums suivants, mais voilà, on conclut cette grande lignée de 7 albums où c'était vraiment Maiden à son prime. Et là voilà, profitons de cette période parce que après malheureusement Maiden ça devient un peu voilà, c'est la dégringolade à partir de là. Donc après avoir enregistré cet album, il part en tournée, donc c'est la tournée Seventh Tour of the Seventh Tour, je crois. Je vais regarder sur Wikipédia. Bon, j'ai pas la réponse, mais en tout cas, croyez-moi, c'est Seventh Tour of the Seventh Tour. Voilà, source, voilà, c'est vrai. Et du coup, on a eu le Maiden England 88, qui est un live exceptionnel. Moi, je l'adore. Pas au niveau du Live After Death, malheureusement, parce que, en fait, la playlist, la setlist de cet album est un peu... En fait, il y a des morceaux un peu moins connus, ce qui fait qu'il est bien pour les fans un peu plus hardcore, entre guillemets, de Maiden. Parce que, en fait, avec le Live After Death, on avait vraiment tous les plus gros bangers du groupe. Donc c'était vraiment l'album vitrine par excellence. Et Maiden England, on a des morceaux un peu moins connus, mais qui sont tous très bons. À part Can I Play With Madness, bien sûr. On a la chance d'avoir Infinite Dreams en live. Et je crois que c'est la seule fois où on pourra le voir en live. Et franchement, c'est top. Donc voilà, un live génial. Dickinson galère un peu, mais comme d'habitude, c'est fin de tournée, donc on peut pas lui en vouloir. Et il court quand même partout, et il nous fait quand même une prouesse vocale excellente. Il y a des morceaux qui ne sont pas sur l'album et qui sont sur la VHS, notamment Hallowed Be Thy Name, qui était pour moi longtemps une de mes versions préférées, parce que il tient le Strange Illusion, il le tient super longtemps, et pour moi ça rajoute un côté épique à ce morceau. Malheureusement, ouais, il galère un peu sur d'autres morceaux, il a du mal à suivre le rythme. Et voilà, on peut pas lui en vouloir, c'est Bruce, il est parfait, c'est Dieu, donc on lui en veut pas. Et ce qui me dérange un petit peu dans cet album live aussi, c'est le son de la basse, que je trouve un peu trop claquant en fait. En fait, le son de basse de Steve Harris, il est caractérisé par sa présence. Voilà, il est très claquant, mais là, ils ont un peu trop forcé, je pense que... Donc je suis pas sûr, hein, bien sûr, je suis pas technicien son pour Maiden, mais je sais que généralement ça se fait pour les groupes de rock d'avoir la basse en direct input, enfin en direct injection dans la DI pour avoir le son un peu plus précis et plus claquant, et on met un micro devant l'ampli basse pour avoir le son rond, et après on fait un mix des deux pour avoir un son rond et claquant à la fois. Et c'est ce que fait Maiden en général, je pense, puisqu'on peut, quand on écoute bien, on sent qu'il y a le son rond, voilà, on sent le son bas, le son bien rond de la basse, et le côté claquant. Sauf que là, ils ont un peu forcé sur le côté claquant, et on l'entend un peu trop, et ça... C'est pas que ça pète les oreilles, mais du coup, ça fait qu'on entend un peu moins les guitares qui sont censées être dans le spectre un peu médium au médium. Et bah là, du coup, il y a, en plus de ces guitares et de ces synthés, le clac-clac le son de la basse de Steve Harris qui malheureusement voilà ça gêne un peu, ils auraient dû un peu moins insister sur la DI. C'est le seul point que j'aurais à reprocher, voilà. Sinon, moi, le Maiden England, c'est un live que j'adore, que j'ai beaucoup regardé. J'aimerais bien qu'il soit remasterisé en 4K. Il y a des gens qui remasterisent les lives de Maiden en 4K sur YouTube. Vous pouvez voir le Rock in Rio de 2001 remasterisé en 4K. Et franchement, ça le fait. Il n'y a juste pas la chanson Brave New World pour des raisons de droit d'auteur. Il n'a pas pu la mettre, mais ça fait plaisir de voir des lives de Maiden remasterisés. Après cette tournée, c'est là où, je vous avais dit, c'est à partir de là que la débandade se fait ressentir.
Voilà, Steve Harris décide d'avoir un son plus retour aux sources, alors que Adrian Smith aimerait continuer dans un côté un peu plus progressif, entre guillemets, et pas vraiment progressif, mais plus expérimental. Et voilà, Steve Harris étant le chef, il dit non. Et du coup, Adrian Smith dit « Ok, bah je m'en vais ». Et voilà, et là c'est le début des problèmes. C'est le début des problèmes, parce que les albums suivants, pour ma part, voilà, encore une fois, c'est mon avis personnel, mais les albums qui suivent seront bien en dessous. Mais ça, on en parlera évidemment dans une prochaine vidéo. Donc, que retenir de ces deux albums, donc Maiden 86, 88, 89 même, eh bien, vous pouvez foncer, voilà. C'est des albums pas forcément très connus, hein. Quand j'étais allé au Hellfest, je sais plus en quelle année, c'est quand Maiden tournait et ils refaisaient des chansons de Seven Son. Du coup, j'étais avec des amis, et un d'entre eux m'a dit, quand ils ont ouvert avec Moonchild, qu'ils connaissaient pas cette chanson. Et en fait, je pense que c'est des albums un peu plus de niche, entre guillemets. Il y a des morceaux pas tant connus que ça. Mais voilà, foncez, c'est vraiment deux gros albums, hein. Pour avoir réécouté Somewhere in Time, en fait, il est vraiment superbe. Et Seven Son, voilà, pour moi, qui représente voilà, le sommet du mont Everest. Donc voilà, deux excellents albums que je mettrai dans mon top 5 sans hésiter. C'est la fin de cette vidéo, les petits métallos. Prochaine vidéo, on va parler de la dégringolade. Voilà, les deux derniers albums avec Bruce Dickinson qui sont No Prayer for the Dying et Fear of the Dark. Qu'est-ce que vous pensez de Somewhere in Time et de Seven Son? Ça m'intéresse, voilà, je vois que j'ai de plus en plus de commentaires sur mes autres vidéos, c'est un plaisir de discuter avec d'autres fans voilà, comme moi. Les avis divergent un peu, mais voilà, c'est ça qui est excellent, on a tous des avis différents sur Maiden, donc voilà. En tout cas, vous connaissez le mien, c'était le Chineur de Métal, merci, et puis au revoir.